Bon, je suis très honoré d'avoir à conclure cette réunion qui était tout à fait utile et très enrichissante. Ce sera d'ailleurs moins une conclusion qu'une réflexion peut-être un peu personnelle, parce que nécessairement assez fortement marquée par l'expérience que j'ai eue avec mes amis de Solidarité Nouvelle face au chômage depuis maintenant un peu plus de 30 ans, qui consiste à accompagner des demandeurs d'emploi par un binôme de bénévoles sans limite de temps. Binôme de bénévoles qui se retrouvent mensuellement dans un groupe de solidarité qui aide les accompagnateurs à mieux accompagner et à donner des pistes de réflexion. Et d'autre part, lorsque les personnes ont du mal à trouver du travail, grâce à l'argent que nous collectons, aux dons que font des accompagnateurs ou des personnes intéressées, on fabrique un emploi pour les personnes en subventionnant leur embauche dans une association. Donc avec ces trois piliers, ça m'a permis de découvrir toute une série de choses qui sont peut-être pas évidentes, mais le découragement des personnes, le chômage décourage quand il dure longtemps, le besoin de reconnaissance, effectivement, le fait que chercher du travail, c'est plus difficile que de travailler, enfin toute une série de choses qui sont... Et donc l'importance de l'accompagnement. Alors, voilà ma vision des choses aujourd'hui, c'est que je pense que le RMI-RSA a permis d'éviter le pire. Il a permis d'éviter le basculement général dans la très grande pauvreté, mais il n'a pas permis à la société de se rééquilibrer. Voilà. Il n'a pas été un des instruments du retour au plein emploi qu'il aurait dû être normalement pour qu'on revienne à une situation acceptable. Et pourtant, tous les instruments étaient là. La prestation, le contrat d'insertion qui est devenu maintenant le contrat d'engagement réciproque dans un système de droits et de devoirs clairement affirmé, les contrats aidés, qui était un instrument très important d'action sur le marché du travail qu'on a sous-estimé et je dirais gâché, et les procédures d'intéressement qui, comme il a été dit, ont toujours été présentes. Alors elles sont toujours complexes, mais elles ont toujours été là. Le problème, c'est que malgré quand même une construction d'assez bonne qualité, on se retrouve avec 1,8 million de personnes au RSA socle aujourd'hui. Ce chiffre, d'ailleurs, il est très peu présent dans le débat. C'est un scandale, en réalité. Parce que vivre avec un peu moins de 500 € par mois quand on est célibataire, c'est vraiment pas possible. On est en dessous du seuil de pauvreté et de loin. Et ça ne trouble pas grand monde, apparemment. Dans la dernière campagne présidentielle, ce sujet n'a pas été évoqué, pratiquement pas. Ou sinon indirectement par les propositions de revenu d'existence. Donc, comment expliquer que malgré des outils disponibles, on aboutisse à cette situation? Alors, je pense que d'abord, on a été débordé par le nombre. Pierre Wallenberg rappelait que ma première évaluation montrait qu'il y avait 700 000 personnes. À l'époque, c'était le RSA socle, était à peu près... C'était le RMI socle et le RMI, c'était la même chose. Et maintenant, voilà, c'est beaucoup plus, sans parler du RSA activité, qui est également à peu près 2 millions de personnes. Mais on n'a jamais fait vraiment le lien avec l'assurance chômage. On n'a pratiquement pas parlé de l'assurance chômage aujourd'hui, mais le RMI est né du fait qu'on a réduit le périmètre de l'assurance chômage, qui avait été très généreux dans les années 70. Je me souviens de travaux à échanger projet sur ce... et qui a dû être réduit en 82 parce que le système d'assurance chômage explosait. Donc le RMI est venu d'une compensation au fait que, comme l'aide sociale n'était quand même pas très bien fichue, on a donc fabriqué le RMI pour compenser l'insuffisance de l'assurance chômage face à la montée du chômage. Voilà. Et tout le problème, c'est qu'on a toujours traité séparément les deux choses, sans parler de l'ASS d'ailleurs, qui est un troisième régime. Il y a trois régimes. Il y a l'assurance chômage, la location spéciale de solidarité et le RMI devenu RSA. Mais il y a des régimes d'intéressement, par exemple, dans l'assurance chômage, qui ne sont pas les mêmes que dans le RSA.
Et jamais on a travaillé les trois ensemble. Alors, il faudra qu'on m'explique comment, dans un problème d'emploi global et d'économie globale, on peut régler le problème des gens sans avoir une administration globale. Bon, là, il y a quand même un gros problème. Bon, donc, on a été débordé par le nombre dans un système administratif où il y a quand même beaucoup de cloisons. Mais ça ne suffit pas, car il y a tout le débat autour de l'insertion. Et si je peux apporter ma pierre au débat, si j'étais de synthétiser de manière claire ce qui, à mon sens, a dysfonctionné, c'est que le couple prestation-relation n'a pas fonctionné. Voilà. Nous avons à peu près réussi la prestation, sous réserve des problèmes d'accès aux droits des 30%, mais ça a été rondement mené, comme ça a été au moment de l'instauration, en 88. Mais tout ce qui était relation, au fond, on a voulu en faire une espèce de seconde prestation, mais jamais on a compris que la question de l'insertion, c'était d'abord une question de relation. Voilà. On n'a jamais réussi à mettre en place ce système de relations humaines qui doit accompagner un dispositif qui se voulait innovant et tirer parti de tout ce qui, dans le même temps, s'inventait dans l'insertion. Ça n'a pas vraiment pénétré dans la manière de gérer le dispositif. Les contrats aidés... Alors, Martin Hirsch a très bien expliqué que la liaison avec l'emploi avait été un peu bloquée, finalement. Il a apporté beaucoup dans cette direction. Les contrats aidés n'ont pas été mis à disposition clairement des personnes qui essayaient d'accompagner les bénéficiaires du RSA. C'est devenu une affaire d'employeurs qui cherchaient à se procurer de la main-d'œuvre à bas prix et n'ont pas vraiment joué le jeu de l'accompagnement. D'ailleurs, je pense que l'accompagnement ne peut pas être fait par l'employeur d'un contrat aidé, il doit être fait par un tiers. J'ai été moi-même dans mes associations utilisateurs de contrats aidés et je me suis rendu compte que je m'occupais beaucoup moins bien des gens que quand j'étais leur accompagnateur en tant que chômeur. Donc, il ne faut pas demander à un employeur de faire plus que de faire travailler bien les gens. L'idée qu'il va en plus régler les problèmes de la personne, de sa vocation, de ce qu'il veut faire dans la vie, etc., c'est pas son boulot. Voilà. Alors, lorsqu'elle a été quand même mise en place, lorsque l'insertion a quand même été mise en place par les dispositifs, donc il y avait le contrat d'insertion, maintenant le contrat d'engagement réciproque, ben, ça ne s'est pas fait à une échelle suffisante. Actuellement, nous avons à peu près 43% des allocataires qui sont pris en charge par Pôle emploi, donc ils ont en principe ce qu'on appelle le fameux PPAE. Mais un PPAE, quand on les regarde de près, quelquefois, le contenu est quand même pas très puissant. Hein. Quant aux autres qui sont hors de Pôle emploi, mais il y en a 40% qui n'ont pas de contrat d'engagement réciproque. Donc, en réalité, le système n'a pas atteint ce qu'il aurait dû atteindre en niveau, puisque ça devait être un droit, dans mon esprit, universel. Alors, ça m'amène à dire un mot de cette question de la contrepartie, voilà, sur lesquels j'ai eu beaucoup de débats avec plusieurs d'entre vous, mais finalement, c'est un mauvais mot, contrepartie, parce que le vrai sujet, c'est le sujet de la conditionnalité. Et moi, je suis pour la conditionnalité, mais la conditionnalité, c'est quelque chose qui doit se construire dans le temps. C'est-à-dire que alors nous sommes en principe constitutionnellement dans un système quand même de conditionnalité. Jean-Michel Bélorgey, je ne sais pas s'il est encore là, a dit qu'il y avait deux droits, mais la Constitution, c'est pas ce qu'elle dit. Elle parle du devoir de travailler, le droit d'obtenir un emploi et le droit à un revenu qui vous permet d'avoir des conditions dignes d'existence. C'était dans le préambule de la Constitution de 1946, déjà, on peut le dire, le RMI. Hein, c'est pas... pendant longtemps, l'assurance chômage et l'aide sociale en suffit, mais et c'est bien construit. Or,
moi, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y a deux droits différents. Non, c'est, à mon avis, la Constitution n'a pas changé. Bon. Mais reste qu'on n'a pas eu un vrai débat sur la conditionnalité. Et ce vrai débat sur la conditionnalité, si je peux apporter ma pierre, je pense qu'il faut le traiter de la manière suivante. L'aide doit être inconditionnelle. Quelqu'un qui est dans la difficulté doit être aidé. Mais le maintien de l'aide est soumis à une certaine conditionnalité. Il faut quand même qu'il y ait de la bonne volonté, quand même. Et il faut donc qu'il y ait, face au don, un contre-don. Quelle est la nature du contre-don? La nature du contre-don doit être proportionnelle à deux choses, à ce que la société offre. Si la société n'offre rien, on ne peut pas demander de contre-don. Et à la capacité de la personne de contre-donner, de faire quelque chose, de travailler en un mot. Et à ce moment-là, on gère la conditionnalité et on va éventuellement vers une interruption de droit s'il y a mauvaise volonté et si les conditions d'une conditionnalité stricte ne sont pas remplies. Par contre, lorsque la conditionnalité, lorsque les éléments de la conditionnalité ne sont pas là, il faut qu'elle soit très souple. Et donc, c'est tout un nouveau dispositif de rapport à l'autre qu'il faut construire. Voilà. Alors, donc, je pense qu'on a vraiment manqué d'une vraie réflexion sur ce sujet. Et puis, il y a quand même un fait qui est qu'il n'y a pas eu de vraie mobilisation collective, quand même, autour des personnes au RSA ou au RMI. Je disais tout à l'heure que ce n'était même plus un sujet à l'agenda dans la dernière campagne présidentielle. Il y a eu des mobilisations locales à certains endroits, bien sûr, il ne faut pas, je généralise, mais dans l'ensemble, notre pays ne s'est jamais vraiment mobilisé globalement sur la question de l'emploi, comme ont su le faire les Danois, dont l'OCDE disait dans les années 90 qu'ils avaient un marché du travail épouvantable, ou la Suède, qui a connu une période de chômage et a su mettre tout le monde autour de la table pour se donner un scénario et construire ensemble, dans la durée, une réponse cohérente. Il y a plusieurs réponses possibles. Et du coup, on a quand même eu une certaine dérive vers l'assistance, qu'il ne faut pas exagérer, parce que il y a des sorties du RSA régulières. Actuellement, je regardais les chiffres, 200 000 personnes sortent chaque trimestre du RSA, ce qui en fait à peu près 800 000 par an, ce qui veut dire qu'il y a un taux de rotation quand même d'à peu près la moitié. Enfin, peut-être que ce sont les mêmes, donc je ne suis pas sûr que je puisse ajouter enfin en tout cas 200 000 par trimestre, c'est sûr. Mais en même temps, il y a 65% des allocataires du RSA socle, je ne parle que du RSA socle, sont là depuis plus de 2 ans. Donc je pense qu'il y a des gens qui rentrent et sortent assez vite et d'autres qui restent longtemps. Donc il y a quand même une dérive dans l'assistance, ne parlons pas de l'outre-mer, parce que là encore, je pense que le phénomène est encore plus marqué. Alors, quelles leçons tirer pour l'avenir, brièvement? Je voudrais revenir une seconde sur cette question du lien entre prestations et relations. Je pense que dans notre société moderne, marquée par l'anonymat, par le rêve de trouver des solutions mécaniques à tous les problèmes que rencontrent les personnes, il faut poser presque systématiquement l'idée que toute prestation doit être accompagnée d'une relation. C'est vrai pour l'emploi, où l'emploi est une relation de travail, mais c'est d'abord une relation. C'est vrai pour l'insertion, c'est vrai pour la santé, évidemment. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez poursuivre en matière de bioéthique. Ça donne des choses assez amusantes. Mais en tout cas, l'idée qu'il ne peut y avoir de prestations sans relation, je crois que c'est une idée fondamentale. Et là, voilà, c'est peut-être à partir de mon expérience associative que je mets ça en avant, mais je pense que c'est une idée juste. C'est une idée qui n'est pas vraiment encore entrée dans le mode de fonctionnement de l'administration. C'est un changement culturel profond pour l'administration. Alors le problème, c'est que la relation, ça prend du temps. Et comment fait-on? Si c'est avec des professionnels, ça coûte. Si c'est avec des bénévoles, ce qu'on pourrait faire, ça choque. Peut-être on pourrait penser à des personnes en service civique aussi. Mais en tout cas, je pense qu'on ne peut plus, si on veut être vraiment efficace, lier les deux. Lier les deux, mais dans quel ordre? Est-ce qu'il faut la prestation d'abord
Et la relation après, c'est ce qu'on a voulu faire, au fond, sans dire les choses comme ça. Mais le problème, c'est que comme c'est plus compliqué, on risque de l'oublier, parce que c'est plus difficile. On est dans le qualitatif, dans le don contre don, dans une société qui est une société très marquée par le quantitatif, par l'impact. Donc ça se mesure pas bien. Donc si on fait d'abord la prestation et ensuite la relation risque de passer au second plan. C'est ce qui s'est passé. Est-ce qu'il faut construire la relation avant la prestation? Moi, c'est un peu autour de ça que je me battais à l'époque du RMI, sans aucun succès, il faut le dire. Ça serait mieux, mais ça heurte notre conception de l'égalité stricte. Parce que les relations, si elles ne se mettent pas en place, ben la prestation n'est pas là, et donc ça n'est pas égalitaire. Je vous signale que c'est ce qu'on fait avec les jeunes dans le cadre de la garantie jeune. On construit d'abord la relation avant la prestation. On conditionne la prestation à l'établissement d'une relation, à un minimum de contrat. Donc, il faut laisser ce débat ouvert, mais je pense qu'il est important. Ce qui me mène à une conclusion rapide. Le revenu d'existence, voie d'avenir ou piège infernal, bon, c'est un débat pour moi. Expérimentons. D'accord pour expérimenter. On le doit à Martin Hirsch de pouvoir expérimenter. C'est lui qui a fait passer l'idée qu'on pouvait expérimenter dans un territoire, ce qui est un peu contraire à l'égalité républicaine. Donc ça va plutôt dans mon sens, d'ailleurs, de prévoir... Mais personnellement... Alors, revenu de base, revenu universel, je ne vais pas entrer dans ce débat, mais en tout cas, le revenu universel coupe le lien. Donc, la dépendance, donc la stigmatisation, c'est l'avantage, accroît l'autonomie, mais l'autonomie, pour quoi faire? Voilà. Tout le monde n'a pas une vocation d'artiste. Or, il faut permettre à chacun d'accéder à son talent et à sa vocation. Donc, je suis, vous l'aurez compris, réservé, mais je pense surtout que si l'on veut créer un monde désirable pour tous, il faut comprendre qu'il ne va pas falloir travailler moins, mais travailler plus et consommer moins. Si on veut vraiment régler le problème écologique et le problème social en même temps, ce qui n'est pas évident, nous assistons en ce moment au premier conflit entre l'écologique et le social, premier grand conflit, il va falloir travailler plus et consommer moins. Donc, de ce point de vue, la bataille pour le plein emploi, non seulement ne doit pas être abandonnée, mais doit être réactivée à nouveaux frais, de mon point de vue, en tout cas. Et donc, je crains vraiment beaucoup que le revenu d'existence, ça crée du délaissement vis-à-vis du souci de plein emploi. C'est quand même le risque évident. Donc, si ce n'est pas la bonne voie, quelles sont les voies d'avenir? Ben, la simplification, oui, si on y arrive, mais chacun sait que rien n'est plus compliqué que de simplifier. La mensualisation du RSA est sans doute une voie de simplification. Moi, je crois beaucoup à l'expérience territoire zéro chômeur de longue durée, dont Pierre Wallenberg et plusieurs d'entre nous ont fait allusion. Et pour moi, c'est quand même pas du tout la même démarche. C'est quand même inverse de la démarche du revenu de base ou du revenu d'existence. On peut peut-être faire les deux ensemble, mais pour moi, c'est quand même pas du tout la même démarche. C'est une démarche où on part des personnes pour construire autour d'elles, à partir de leur potentialité, on regarde les besoins et on met les personnes au service de ces besoins. C'est l'inverse du fonctionnement de la société. Et ce qui me paraît fondamental dans cette expérience, c'est qu'elle crée alors là, vraiment, dans les territoires qui expérimentent, une vraie mobilisation collective. Il y aura une deuxième loi, est-ce qu'on pourra aller plus loin? Mais tout ça dépend de la capacité de mobilisation des gens. Finalement, c'est ça, la force de travail qui met au travail les autres. Alors, il y a la voie du service public de l'insertion, qui a quand même été évoquée par le président de la République dans son discours sur la pauvreté, qui a été fait peu allusion. Je pense pour l'instant, il n'y a pas grand-chose derrière cette belle idée. Mais ça reste à inventer, pourquoi pas. Ça permet d'assurer un véritable accompagnement à tous, mais à condition que ça ne consiste pas à se défausser du problème sur des spécialistes
et que ce soit lié à ce qui a toujours manqué, c'est-à-dire une montée en puissance générale de la responsabilité sociale, que par ailleurs la loi Pacte peut favoriser. En tout cas, ça doit se faire en construisant la chose, ces politiques, avec les personnes concernées, ce qui est le cas d'un territoire zéro chômeur, dont d'ailleurs vous avez peut-être noté une nouvelle pétition qui circule, qui s'appelle « Associons nos savoirs », dans laquelle on propose que les patients dans le domaine de santé, les personnes accompagnées dans le domaine du social et du médico-social, participent à la formation des professionnels qui sont censés s'occuper d'elles, de ces personnes. C'est quand même très nouveau. C'est une idée très simple en réalité, très juste, très démocratique, mais elle sonne comme quelque chose de complètement nouveau. Voilà. Alors derrière tout ceci, je voudrais terminer là-dessus, je pense qu'on a besoin de développer une culture de la fraternité au fond. Et ça n'est pas un hasard si notre devise républicaine a eu besoin de ce troisième élément pour l'adjoindre aux deux sœurs ennemies que sont la liberté et l'égalité. Mais en fait, nous n'en faisons pas grand-chose de ce mot et de cette valeur. Et pourtant, lorsqu'on essaie de mettre en liaison prestations et relations, ça nous oblige bien, ça nous donne une forme d'investissement de cette valeur. Donc, c'est ce que nous essayons de faire avec mes amis du pacte civique, en liant l'idée de fraternité à l'idée de sobriété, à l'idée de créativité et à l'idée de justice. Parce que ces quatre valeurs fonctionnent ensemble. La fraternité, ça va fonctionner tout seul. Et je pense qu'on pourrait très bien, par exemple, à côté des évaluations qui sont faites de type quantitatif du fonctionnement des services publics, faire une évaluation qualitative pour savoir si leur manière de faire et leur manière d'aider correspond à un principe de fraternité qui est quelque chose qui n'obéit à aucune définition précise, mais qui est plus une interpellation. Mais on voit bien quand elle n'est pas là. Voilà, on voit bien quand elle n'est pas là. On voit bien que le numérique, par exemple, fait qu'aujourd'hui tout le monde s'abrite derrière des sites internet et obtenir quelqu'un au téléphone, avoir une voix ou un visage devient quelque chose de très compliqué. C'est une contradiction du principe de fraternité. Voilà. Donc, fraternité et sobriété, voilà, c'est peut-être une façon de résoudre les problèmes de l'heure. Et je terminerai par là, si vous voulez bien, en vous remerciant de votre attention.